Chers amis, bonjour. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous des synthèses des actualités en vidéo. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Olivier Boucher, coordonnateur de l'unité de médecine ambulatoire de cancérologie et hématologie du CHU de Reims. Il est également vice-président de la FFCD et vice-président du réseau OncoChat. Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut prescrire le bevacizumab chez tous les patients atteints de cancer colorectal aujourd'hui? Alors le bevacizumab, là-même, c'est le cancer colorectal métastatique, bien sûr. Il n'y a pas de biomarqueur prédictif d'efficacité, donc c'est vrai que les indications sont larges, il n'y a pas de test biologique à faire avant. Les seules vraies contre-indications pour moi, ce sont des accidents artériels récents, qu'on peut placer la barrière à 6 mois. Sinon, les indications sont très larges. D'accord. Alors depuis plusieurs mois maintenant, on entend parler de cette fameuse étude TML avec le principe de blocage continu de l'angiogénèse. Est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement en quoi ça consiste ce blocage continu? Le concept, c'est que jusque maintenant, le bevacizumab, on l'utilisait en première ligne thérapeutique, associé à une chimiothérapie. Et généralement, lorsque les malades progressaient, on arrêtait le bevacizumab. Donc la question posée par CTC-TMS, c'était une grande phase 3 avec plus de 800 malades, posait la question si, en cas de progression sous une chimio plus beva, il fallait ou pas poursuivre le beva en switchant la chimiothérapie. Et la réponse est plutôt favorable, puisque cet essai de deuxième ligne, donc il y avait un bras chimio et un bras chimio avec poursuite de bevacizumab, est significatif en survie globale, ce qui est plutôt rare dans cette pathologie. Il n'y a pas beaucoup d'essais significatifs en survie globale en deuxième ligne. Donc l'AMM, la notice, le RCP de bevacizumab a été élargie de cette étude convaincante. Donc oui, il semble utile de maintenir la pression anti-angiogénique tout au long de la maladie. En première et deuxième ligne, peut-être aussi en énième ligne, on a des inhibiteurs de tyrosine kinase qui arrivent, le regorafenib qui est aussi un anti-angiogénique. D'accord, donc on a franchement intérêt à poursuivre ce bevacizumab. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'a confirmé dans un peu de trouble l'étude Cairo 3 qui a été présentée dernièrement à l'ASCO, là au mois de juin dernier, puisqu'il y a quelques doutes sur cette étude quant à l'efficacité capecitabine ou bevacizumab. Alors, Cairo 3, le concept, on sait que la chimiothérapie, il faut la prescrire au moins 4 mois ou 6 mois. Au bout de 6 mois, on peut se permettre de faire des pauses. Alors, certains malades en bénéficient ou pas. Donc il y a un grand débat pour savoir si pendant ces pauses de chimiothérapie, il faut poursuivre ou pas le bevacizumab seul, poursuivre le bevacizumab avec une chimiothérapie allégée. Donc dans Cairo 3, c'était une chimiothérapie par capecitabine, le xélodone, chimiothérapie orale. L'avantage, c'est que les patients viennent toutes les 3 semaines pour leur bevacizumab et prennent un traitement oral, donc c'est quand même relativement allégé. Donc cet essai est significatif pour l'objectif principal, qui était la survie sans progression après réintroduction de la chimiothérapie, en survie globale également après ajustement. Donc c'est relativement convaincant. Il reste quand même encore des questions. Est-ce qu'il ne faut pas faire la chimiothérapie seule, le bevacizumab seul? Peut-être sélectionner des malades chez qui on peut faire une vraie pause. Il y a des essais qui posent des questions. Il y a un essai suisse qui a posé la question. Il y a un essai français qui s'appelle Prodige 9 qui pose la question. Donc il reste encore des pistes à creuser dans ce domaine-là. D'accord. Et puis une autre étude finalement à l'ASCO qui a été présentée, c'était l'étude Fire 3. Elle aussi pose un certain nombre de questions, visiblement sème le trouble dans l'esprit des gastro-entérologues. Tu peux nous dire pourquoi? Les oncologues digestifs et de la communauté médicale, c'est le premier essai où on compare en frontline un anti-EGFR et le bevacizumab. Donc c'était cetuximab versus bevacizumab, un essai allemand. L'objectif principal était le taux de réponse. Et sur ce taux de réponse, ce qui est un petit peu étonnant, il n'y avait pas de différence entre les deux molécules, entre les deux biothérapies. En survie sans progression non plus. Le grand étonnement de tout le monde, l'objectif secondaire qui était la survie globale, est significativement en faveur du cetuximab. Ce qui est étonnant sans effet sur le taux de réponse et survie sans progression. Ce qui est étonnant aussi, c'est que les courbes de survie ne se séparent qu'au bout de 2 ans. Donc il y a quand même des choses à creuser dans cet essai. Certainement qu'il s'est passé des choses dans les deuxième et troisième lignes. Peut-être que le bras bevacizumab a été moins exposé à l'oxaliplatine. Donc il y a des choses à creuser, ça sera confirmé. Il y a un grand essai qui devrait sortir l'année prochaine à l'ASCO. Beaucoup plus de malades qui permettra peut-être de conclure. Bien, merci beaucoup Olivier pour ce point assez riche sur le bevacizumab. On l'a compris, l'année prochaine à l'ASCO, encore des nouvelles
sur ce produit. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt pour d'autres rendez-vous des synthèses des actualités en vidéo.